Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trendscanal Z. Nous sommes le 20 mai. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Léo Rochet et animé par Anne Marchand. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, à la une de votre épisode, la réforme du chômage chamboule autant le gouvernement, les acteurs dans le milieu et les chercheurs d'emploi, et la tension monte. La pression qui est mise à différents étages ne risque que d'accentuer ce phénomène. Bruxelles attire de moins en moins les investisseurs dans l'immobilier. Plusieurs causes sont à prendre en considération. Ce manque de perspectives politiques et économiques, ça freine un peu tout le business. Z sur 7, c'est parti. Z sur 7, à la une. La mise en œuvre de la réforme du chômage se complique. Le gouvernement parle même d'un report. L'entrée en vigueur est prévue au 1er juillet prochain, avec des premières exclusions dès janvier 2026. Mais comme l'explique Thierry Doc, professeur en politique sociale à l'UCL, les opérateurs de terrain sont déjà submergés. Ces structures sont, pour une partie d'entre elles, en difficulté. Elles diminuent la taille de leur personnel et en vis-à-vis, elles voient de plus en plus de personnes venir frapper à leur porte parce qu'effectivement, une série de candidates à l'emploi ont besoin de trouver des réponses à leurs problématiques en termes d'accompagnement, en termes de formation. Le CPAS, le Forum et l'ONEM sont tous d'accord. Ils ne seront pas opérationnels le jour J. L'informatique, tout comme le délai autour des lettres officielles d'exclusion de l'ONEM, pose problème. À cela s'ajoutent les mesures de retour au travail pour les 500 000 malades de longue durée. Baptiste Lambert, journaliste chez Trends Tendance, explique les évolutions de ces mesures. Il y a une série de mesures de l'Arizona qui touchent à la fin des allocations de chômage qui pourraient faire basculer un certain nombre de chômeurs vers l'invalidité, c'est-à-dire les malades de longue durée. Il y a aussi le durcissement des pensions, le durcissement de l'accès à la prépension qui a été carrément supprimé, ou alors l'assouplissement du travail de nuit et du week-end. On sait qu'historiquement, mécaniquement, presque à tort ou à raison, ça a augmenté le nombre de malades de longue durée. Le vieillissement de la population va augmenter le nombre de ces malades, mais le stress dû au durcissement de ces mesures et un milieu du travail sous tension pourrait faire le plus de dégâts. La pression qui est mise à différents étages ne risque que d'accentuer ce phénomène. Thierry Doc, professeur en politique sociale. Des personnes qui sont en emploi ont des incertitudes parce que la conjoncture économique internationale est mauvaise, parce qu'il y a des politiques d'austérité qui ont des impacts sur les débouchés, sur les financements de certaines structures aussi. Et donc l'incertitude qui augmente, elle sera préjudiciable en termes de santé mentale pour une série de travailleuses et de travailleurs. Que ce soit au niveau de la réforme du chômage ou du retour au travail des malades de longue durée, on est encore loin de la formule idéale. Z sur 7, à la une. Les ventes immobilières à Bruxelles ont diminué de 10% depuis le début de l'année. Même si les biens ne manquent pas, les investisseurs sont découragés par les changements fiscaux dans la capitale, ainsi que les complications administratives. L'encadrement des loyers est quelque chose qui est très particulier ici à Bruxelles. On a le double enregistrement des baux, on a la grille de loyer qui a récemment été introduite et il y a aussi un nouveau code du logement de 2024. Tous ces différents éléments ensemble ne sont pas très impactants quand on peut les isoler, mais la perception que ça a créé autour des investisseurs est quand même qu'il y a nettement plus de travail administratif quand on met un bien en location ici à Bruxelles. Et on remarque quand même que ça crée beaucoup d'incertitudes sur ce marché. Selon Kim Ruyzen, CEO de Trevi Group, le manque d'un gouvernement régional depuis près d'1 an, l'incertitude, le manque de réformes et de visibilité desservent les investissements dans la capitale. Ce manque de perspectives politiques et économiques, ça freine un peu tout le business. Bruxelles a tellement de qualité, mais la perception autour de Bruxelles, à l'instant, elle n'est pas top. Et je pense que tout le monde, surtout les investisseurs, ils ont besoin d'être rassurés, ils veulent une perspective. Du côté de la Wallonie, par contre, les ventes augmentent de 12 à 36% dans certaines agences grâce à l'abaissement du droit d'enregistrement à 3%. Kim Ruyzen pour terminer. On voit clairement une augmentation des transactions qui se font maintenant. Par exemple, chez nous, dans notre réseau Honesty en Ardennes, ils font 1/3 de ventes plus que l'année passée, ce qui est quand même,
beaucoup. La réforme fiscale semble tenir sa promesse de faciliter l'achat aux primo-acquéreurs. Z sur 7 à la une. Les nouvelles prévisions de printemps de la Commission européenne présentent une économie de la zone euro qui résiste mieux que prévu aux incertitudes du commerce mondial. Valdis Dombrovskis, le commissaire européen aux affaires économiques, explique ses prévisions. L'économie de l'UE résiste malgré les situations difficiles auxquelles nous avons été confrontés. Nous prévoyons une croissance modérée cette année et une accélération de la croissance l'année prochaine. L'économie devrait croître de 0,9% cette année et atteindre 1,4% en 2026. La croissance de la Belgique serait en dessous de la moyenne, avec une hausse de 0,8% cette année et 0,9% en 2026. La Commission observe une baisse des investissements dans la zone euro. Les prévisions de printemps soulignent la nécessité pour l'UE de prendre des mesures rapides et décisives pour stimuler la compétitivité et garantir la prospérité. L'inflation européenne descend plus rapidement que prévu et pourrait d'ici 2026 descendre sous la barre des 2% fixée par la Banque centrale européenne. Z sur 7, la tech au quotidien. Notre collègue Christophe Charlot de Trends Canal Z épingle une idée technologique qui boostera votre productivité. Aujourd'hui, on parle de Perplexity avec Christophe Charlot. C'est une IA qui pourrait bien bousculer vos habitudes sur Google. Alors Perplexity, c'est une intelligence artificielle, mais pourquoi venir nous en parler aujourd'hui ? Alors Perplexity, c'est un moteur de recherche nouvelle génération qui est né en 2022, au moment où on a commencé à connaître ChatGPT, et il faut dire que Perplexity fait de plus en plus parler de lui, et en une semaine, il vient de s'associer au journal Le Monde pour être leur futur moteur de recherche, et à PayPal, notamment le géant du paiement en ligne. En gros, ce moteur qui n'est pas finalement un moteur de recherche, mais plutôt il se présente comme un moteur de réponse, c'est un peu un croisement entre Google, ChatGPT, Wikipédia. Alors, vous lui posez une question, et il ne se contente pas en fait de vous donner une liste de liens comme Google, il cherche pour vous, il résume ce qu'il trouve, il cite ses sources, voilà. Donc en fait, il vous apporte une réponse claire et documentée à vos interrogations. Comment ça marche et qu'est-ce que ça change dans le travail au quotidien ? Alors Perplexity utilise à la fois un modèle de langage comme celui de ChatGPT que tout le monde connaît bien maintenant, et puis de la recherche en temps réel sur Internet. Quand vous posez une question, donc il reformule, il lance plusieurs requêtes, il consulte les sources les plus pertinentes via un robot, puis il synthétise une réponse et il vous l'apporte. Alors ce qui est quand même intéressant, c'est que tout est sourcé, et que chaque info est cliquable. Donc, pour quelqu'un qui mène vraiment une recherche, que ce soit un consultant, un étudiant ou un employé même, ça permet de gagner un temps fou, aussi, de permettre de faire des synthèses, recherches thématiques, compréhension rapide des sujets complexes. Donc, c'est vraiment un assistant de recherche. Donc, c'est vraiment un outil assez particulier parce que par rapport à ChatGPT, il a cette connexion en ligne qui est directe et pertinente, et surtout il cite ses sources, donc il ne se contente pas de vous apporter une réponse toute faite que vous devez entre guillemets gober telle qu'elle. Pour terminer, en quoi est-ce différent de ChatGPT ? Pourquoi utiliser l'un ou l'autre ? Alors effectivement, il y a quand même des grosses différences par rapport à ChatGPT. ChatGPT est un modèle conversationnel qui est évidemment très puissant, mais qui ne fait pas vraiment bien les recherches sur le web en temps réel, ou en tout cas pas aussi bien que Perplexity, dont c'est vraiment la fonction principale. Perplexity donc, est vraiment pensé comme ce moteur de recherche, donc il actualise ses infos. Surtout, il source tout ce qui est dit et il est conçu pour répondre rapidement à des requêtes. Ce qui est également intéressant, c'est que Perplexity va aussi développer de la recherche agentique, c'est-à-dire qu'il va aller beaucoup plus loin que ce que je vous ai expliqué, qui va donc apporter des réponses en citant ses sources, mais il va plus se contenter de chercher quelques éléments.
on va vraiment lui confier une mission et il va aller beaucoup plus loin. Donc il va enchaîner plusieurs actions de manière autonome. Donc il va rechercher des sources, résumer des positions et formater le tout pour un usage, pour l'usage demandé. Donc en quelque sorte, il va devenir un stagiaire hyper intelligent, hyper rapide et connecté en permanence. Bref, Perplexity est aujourd'hui une grosse alternative à Google que vous devriez vraiment essayer dès aujourd'hui. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Pour terminer cet épisode, Éric Joly de la banque ABN AMRO vient nous donner son analyse sur le cours de l'or qui reste toujours très volatile. Il ne faut pas oublier qu'il y a à peine quelques jours, le prix de l'or a quand même franchi le cap des $3 500 l'once. C'est un record en termes absolus, mais également relatif si l'on tient compte de l'évolution de l'inflation, comme on peut le voir ici sur ce graphique. Le record précédent datait déjà de 1980, à ce moment-là on payait $850 l'once. Si on ramène ces $850 à aujourd'hui, on arrive à un montant de $3 493 pour être tout à fait précis, donc record battu. À court terme, on a quand même l'impression que le prix de l'or est en train de reculer. Oui, mais ce n'est pas illogique. Il y a quand même les apaisements en matière de tensions commerciales. On a vu que il y a des pourparlers entre l'Ukraine et la Russie. Je me permets quand même de souligner que depuis plusieurs années maintenant, les banques centrales sont devenues très actives dans ce segment du marché. Pour vous donner un exemple, pendant la période 2010 à 2021, en moyenne par an, les banques centrales achetaient pour plus de 480 tonnes. En 2022, 2023, 2024, on parlait déjà de 1000 tonnes. Les banques centrales vont plutôt investir dans l'or une plus grande partie de leurs réserves en dollars, en euros ou en yens. Mais on peut regarder ce qui s'est passé en 2024. Là, clairement, on a vu que c'était la Chine, la Russie, l'Inde, la Turquie également, la Pologne, qui ont acheté massivement de l'or. Je pense que ces banques centrales craignent et essayent d'éviter à tout prix ce qui est arrivé à la banque centrale russe, dont on a, à partir de 2022, gelé les réserves. Et donc, on constate qu'il y a vraiment une politique de dédollarisation qui a été mise en place par de nombreux pays. Plusieurs pays se distinguent par leurs réserves d'or. Les États-Unis, de loin, sont recordman, donc suivis par l'Allemagne et l'Italie. Maintenant, je tiens à signaler que la Chine est en train de monter en puissance. Pour l'instant, la Chine détient plus ou moins 5% de ses réserves en or. En moyenne, une banque centrale, elle détient 16% de ses réserves en or. Donc, admettons que la Chine ait envie d'arriver à la moyenne, ça voudrait dire que dans les années à venir, elle risque encore d'acheter pas mal d'or. Et il faut aussi souligner que la Chine a quand même doublé ses réserves pendant ces 20 dernières années. Les banques centrales ne sont pas les seuls acheteurs, c'est un marché à part entière. Évidemment, on a les trackers orifères, on l'a vu pendant les 15 derniers mois, il y a quand même une progression de 10% dans les portefeuilles, aussi bien des particuliers que des institutionnels. On sait qu'il y a un intérêt de la part des hedge funds, leurs positions longues ont été doublées et selon le World Gold Council, en 2024, il y a quand même eu un échange de 463 tonnes sur le marché de gré à gré. Donc, pour dire qu'il y a un intérêt pour le métal jaune. L'or est négocié en dollars et le métal précieux ne ramène ni coupons ni intérêts. Ce matériau dépend des taux et du dollar, deux facteurs à tenir en compte en tant qu'investisseur. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve demain avec plus d'analyses sur l'actualité dans un nouvel épisode de Z sur 7. De quoi parlerons-nous demain, Anne ? Demain, Peter de Keyser analysera la position de la Belgique dans l'armement européen et la volonté d'atteindre les 5% du PIB.